Israël vient de lancer une frappe aérienne incroyable sur l'Iran, détruisant des infrastructures, des lieux très importants, des sites militaires, des bases nucléaires et des généraux d'armée comme jamais dans le passé. Est-ce le début d'une guerre effrénée? Qu'est-ce qui se passera? Nous savons tous que la Russie est associée à l'Iran depuis un contrat signé en janvier. La Russie va-t-elle réagir en retour, soutenant ainsi l'Iran dans cette bataille? Sommes-nous au bord d'une troisième guerre mondiale? On va le découvrir tout de suite. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Il fait très froid là où je suis, mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'échange avec vous. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes en Iran. Ok. Israël a finalement frappé. Contrairement à ce que beaucoup de personnes ont anticipé, ils nous ont prouvé le contraire et personne ne s'y attendait. Le 13 juin 2025, Israël a lancé une opération militaire de grande envergure contre l'Iran, marquant une escalade significative dans ce conflit de longue date. Incroyable les amis, c'est complètement inouï. L'opération baptisée Lion en Ascension. Lion en Ascension a ciblé une centaine de sites en Iran. Une centaine, pas une dizaine, mais une centaine. Dans les installations nucléaires, des bases de missiles, des infrastructures militaires clés et des systèmes de défense aérienne. Ils ont aussi frappé l'usine d'enrichissement d'uranium à Natanz. L'usine d'enrichissement nucléaire de Natanz figurait notamment parmi les cibles principales. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. En d'autres termes, Israël a déclenché inattendu pendant que les Iraniens étaient encore en train de négocier avec les Américains. Ils ont frappé. Les frappes ont entraîné la mort de plusieurs hauts responsables iraniens, dont le général Hussein Salami, commandant des gardiens de la révolution. On a aussi frappé le général Amir al-Hajizadeh, chef de programme des missiles. On a aussi frappé et tué plusieurs scientifiques nucléaires. Donc, comme vous remarquez, on est en train de toucher les éléments les plus essentiels de ce pays, pour leur défense en tout cas. Les scientifiques, les généraux expérimentés et les commandants de la vraie défense. Nous menons une campagne historique qui ne ressemble à aucune autre. Il s'agit d'une campagne critique visant à prévenir une menace existentielle de la part d'un ennemi qui cherche à nous détruire. Nous avons lancé cette attaque parce que le moment est venu. Nous sommes au point de non-retour. Nous ne devons pas attendre un autre moment pour agir. Nous n'avons pas d'autre choix. Plus de 200 avions israéliens ont mené les frappes, déployant plus de 360 missiles. Donc, ils ont frappé avec les avions. On ne sait pas tout à fait par où ils sont passés, mais on le découvrira dans quelques temps. C'est quel espace aérien qu'on a utilisé pour aller frapper l'Iran. Regardez sur la carte la distance entre Israël et l'Iran. Il faut essentiellement passer à travers quelques autres pays. C'est lequel qui a ouvert sa porte. Rappelez-vous, l'Iran a promis de frapper en retour n'importe quel pays qui autoriserait Israël de traverser son espace aérien pour faire ses actions. Ce qui est important à retenir ici aussi, les amis, c'est que les agents du Mossad auraient établi une base de drones secrète près de Téhéran afin de neutraliser la défense aérienne iranienne et d'assurer la supériorité aérienne de l'aviation israélienne. C'est-à-dire, c'est un peu comme ce qui s'est passé en Russie avec l'Ukraine récemment. Ils ont envoyé des camions, vous voyez comment les Ukrainiens ont fait. Ils ont envoyé des camions dans lesquels il y avait des drones déjà piégés et programmés. Et au moment où il fallait, ils ont simplement envoyé des drones. Alors, les agents de la Mossad c'est le service de sécurité de renseignement israéliens, ils sont présents en Iran. C'est depuis l'Iran qu'ils ont organisé ce système pour aller bombarder directement les systèmes de défense aérienne. Les systèmes généralement achetés depuis la Russie ont été neutralisés dans l'objectif de donner une supériorité à l'armée israélienne dans les airs. Quand on détruit les systèmes de défense aérienne, qu'est-ce qui se passe quand les avions de chasse arrivent? Absolument rien. C'est ce qui a permis aux Israéliens de détruire complètement. Je pense qu'il est important de noter que l'Iran est un pays plus ou moins calfeutré. Donc, ce n'est pas facile d'entrer ou de sortir sans vraiment être scruté totalement. La grande question qui se pose, c'est comment est-ce que la Mossad a pu introduire des gens en Iran et faire des opérations à ce niveau? Je pense qu'il faut respecter leurs capacités. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent et disent que la Mossad est l'agence de renseignement et de sécurité la plus forte dans le monde, au-delà des Américains, des Britanniques et des restes. En représailles, l'Iran a lancé une centaine de drones à Israël, mais la plupart ont été interceptés par les défenses aériennes israéliennes. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنن. Bon, écoutez, moi je me dis, si tu me frappes
au visage et que je commence à saigner et que j'ai des capacités de te détruire avec des briques, si j'en ai, pourquoi je ne m'en servirai pas? Ça veut dire soit je n'en ai pas, ou bien j'ai peur, ou bien je suis en incapacité. Voilà. Donc pourquoi est-ce que l'Iran en réplique après avoir eu ses bases nucléaires détruites, ses généraux importants tués, ses systèmes de défense anéantis? Pourquoi envoyer quelques centaines de drones? Ça veut dire que l'Iran n'a pas de capacité de réplique, ou bien il y a quelque chose qu'on ne comprend pas tout à fait jusque-là. Les États-Unis, bien que n'étant pas directement impliqués, ont exprimé leur soutien au droit d'Israël à la légitime défense. Le président Donald Trump, évidemment, a mis en garde contre des possibles nouvelles actions d'Israël. Trump a dit qu'Israël risquait de frapper encore une fois, soulignant qu'il était de l'intérêt de l'Iran de négocier. Négocier quoi? Je vous rappelle ici, les Iraniens et les Américains étaient assis autour d'une table essayant de négocier un nouveau deal de limitation de l'enrichissement de l'uranium. L'objectif est simple. On ne veut pas que l'Iran enrichisse son uranium au point de créer une bombe atomique, ce qui représenterait d'après eux un danger pour Israël. Donc il est important de limiter les capacités de l'Iran de le faire. Je vous rappelle que l'Iran et Israël sont des ennemis jurés. Je pense qu'il y a un point essentiel à retenir ici, c'est le fait que les États-Unis se distancent de cette histoire, disant nous n'étions pas directement impliqués. Je vous rappelle aussi ici, il y a quelque temps, que l'Iran avait dit ouvertement que si vous osez aider Israël à faire ses attaques contre nous, nous attaquerons vos bases ici au Moyen-Orient. Les Iraniens ont dit, c'était clair. Mais non, l'Iran va-t-il réagir contre les bases américaines, hein? Ou bien ils auront peur? 2. Troisièmement, le fait de dire que nous ne sommes pas impliqués dans l'attaque d'Israël, est-ce que ça veut vraiment dire qu'ils n'étaient pas impliqués? 4. Faudrait-il que l'Iran enquête pour finalement tirer sa décision? 5. Est-ce que l'Iran aurait le courage d'attaquer les États-Unis d'Amérique en ce point-ci? La Chine a exprimé sa profonde préoccupation face aux récentes frappes aériennes israéliennes contre l'Iran. La Chine, comme vous le savez, entretient des relations amicales avec l'Iran. Cette relation est motivée par ses besoins énergétiques et ses intérêts stratégiques de l'expansion de la présence chinoise au Moyen-Orient. Donc cette relation n'est pas une amitié de frère à frère, c'est une relation basée sur ses intérêts d'abord, sur l'énergie, sur sa présence. Le porte-parole du ministère chinois d'Affaires étrangères, Li Jian, a déclaré que la Chine s'opposait à toute action portant atteinte à la souveraineté, à la sécurité et l'intégrité territoriale de l'Iran. Ça, c'était un peu plus direct. On s'oppose à tout ce qui comporte la violation de l'intégrité de la souveraineté de l'Iran. Ils ont dit tout ça, mais est-ce qu'ils vont réagir? Absolument pas. Je pense qu'il y a une leçon très importante à tirer ici. Ok? Les gens peuvent vous soutenir, mais peuvent-ils vraiment vous soutenir? Point d'interrogation. Ce n'est pas parce qu'on est amis, on discute, qu'on est amis au point où on te soutiendra en cas de difficulté. C'est très important. Numéro 3, il faut être certain de pouvoir garder ses propres arrières, selon ses propres moyens et ses propres capacités. La Russie, par contre, va-t-elle réagir? On le verra tout de suite. L'Irak a fermement condamné les récentes frappes aériennes israéliennes contre l'Iran, les considérant comme des violations du droit international et des menaces à la stabilité régionale. L'Irak s'est exprimé. Il ne s'exprime pas beaucoup. Ils ont dit qu'ils condamnent fermement ces frappes, parce que c'est une violation du droit international et des menaces à la stabilité régionale. Ne le faites pas. L'Irak a déposé une protestation officielle auprès des Nations Unies condamnant l'utilisation de son espace aérien par Israël pour ses attaques. L'Irak a condamné le fait que Israël s'est servi de son espace aérien pour aller bombarder l'Iran. La question numéro 1 est celle-ci. Est-ce que Israël a vraiment parcouru l'espace aérien sans informer les Irakiens pour faire ses attaques? Et si c'est vrai, est-ce que c'est acceptable? Secondo, l'Israël n'aurait-il pas peut-être coopéré avec l'Irak, disant on va se servir de ton espace aérien, mais toi tu diras que nous on n'était pas informés pour se protéger? Point d'interrogation. Alors, quelle est la réaction de la Russie? La Russie condamne les frappes israéliennes. Le ministère russe des Affaires étrangères a publié une déclaration officielle condamnant les frappes aériennes israéliennes comme une violation flagrante du droit international et une dangereuse escalade. Les responsables russes ont réaffirmé leur partenariat stratégique avec l'Iran sans toutefois offrir des soutiens militaires directs. Vous avez entendu ça? Les responsables russes ont réaffirmé leur partenariat militaire avec l'Iran sans toutefois offrir des soutiens militaires. On condamne, nous sommes amis, mais on ne vous soutient pas dans cette guerre. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Je sais que beaucoup de personnes doivent être déçues. Attendons une réaction venant de la Russie. Certainement, on se disait, écoutez, une coopération militaire entre la Russie et l'Iran. Finalement, l'Iran ne peut pas faire confiance à la Russie ou quoi? La Russie est-elle digne de confiance? La Russie est-elle une amie vraie et correcte? Parce que l'Iran, manifestement, a aidé la Russie en envoyant des shahids, des drones, des missiles et autres bazars, dans l'objectif de gagner sa guerre en Ukraine.
Comment ça se fait que la Russie ne réagit pas? La seule réaction, c'est que nous réaffirmons notre coopération militaire sans vraiment offrir quoi que ce soit. C'est un point très intéressant. Vous vous posez la question de savoir comment est-ce possible. On va essayer de revoir. Je vous rappelle ici que le 17 janvier 2025, la Russie et l'Iran avaient signé un accord militaire d'une durée de 20 ans. C'est un accord qui durera 20 ans. C'est un accord d'échange. Qu'est-ce que ça veut dire? En guise de cet accord, pourquoi la Russie n'a pas réagi? On va essayer de voir un tout petit peu qu'est-ce que cet accord dit. L'accord entre la Russie et l'Iran couvre divers domaines, notamment le commerce, l'énergie, la science, l'éducation et la coopération militaire. Ce traité prévoit une collaboration militaire renforcée, notamment des exercices militaires conjoints, des partages de renseignements, des coopérations commerciales, énergétiques, d'échanges scientifiques. Je retiens ici partage de renseignements et échanges scientifiques. Donc, ils s'échangent ce qu'il y a de scientifique, mais aussi partage de renseignements. Maintenant, la grande question qui se pose est celle-ci. La Russie n'était pas au courant que Israël était en train de conduire des opérations quand leurs avions sont passés. C'est-à-dire, soit la Russie n'est pas aussi forte que vous le pensez, s'ils n'ont pas pu voir qu'Israël arrivait, ou bien ils ont menti à l'Iran, s'ils en ont les capacités, si leurs radars sont parmi les meilleurs, si pas les meilleurs du monde. N'ont-ils pas pu repérer les avions israéliens qui arrivaient? S'ils ont repéré, pourquoi ils n'ont pas dit aux Iraniens? Pour l'interrogation. Je pense qu'il est important de rappeler ici qu'il y a de très faibles chances que la Russie réagisse. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, quand la Russie est partie en Ukraine, Israël n'a jamais réagi. Okay? À l'opposé de tous ces pays européens, la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, Israël ne s'est jamais interposé à l'opération militaire russe en Ukraine. Donc, il y a quelque part un niveau de respect. Okay? Je t'accorde le respect pour faire ce que tu as à faire en Ukraine. Dans ce cas, en retour, sans vraiment le dire officiellement, tu m'accorderas le respect de faire ce que moi j'ai à faire, là où j'ai envie de faire. Donc, connaissant et respectant aussi les capacités d'Israël, il est quelque part peut-être de l'intérêt de la Russie et d'Israël de ne pas s'interposer dans leurs histoires directement. On va rentrer dans le traité de la Russie et l'Iran. Le traité prévoit une collaboration militaire renforcée, notamment des exercices militaires conjoints et des partages de renseignements. Donc, il est aussi important de notifier ici qu'il a été confirmé qu'il y a eu une exclusion spécifique dans une clause de défense mutuelle entre l'Iran et la Russie. Contrairement aux accords conclus par la Russie avec la Corée du Nord et la Biélorussie, le traité Iran-Russie n'engage aucune des parties à réagir directement dans une guerre qu'assume l'autre. Okay? C'est-à-dire, si l'Iran est attaqué, la Russie n'est pas obligée de réagir. Vice-versa. L'ambassadeur d'Iran en Russie avait d'ailleurs souligné cette affaire il y a quelque temps. C'est-à-dire, leur accord est de 20 ans, mais c'est échange scientifique, échange de connaissances, échange de renseignements. Mais l'accord qu'a la Russie et la Biélorussie, la Russie et la Corée du Nord, si vous attaquez la Corée du Nord, la Russie est sous l'obligation de réagir immédiatement, sans demander. C'est un peu comme ce qui se passe entre les amis de l'OTAN. Mais avec l'Iran, ce n'est pas tout à fait égal. Voilà pourquoi peut-être, vous voyez, les militaires nord-coréens se présenter en Ukraine ou à Koursk sans se cacher. Bon, en attendant, l'Iran achète des avions Sukhoi Su-35 auprès de la Russie pour renforcer ses capacités de défense aérienne et aussi beaucoup d'autres choses. En attendant aussi, l'Iran envoie des drones et tout le bazar chez la Russie. Alors, un élément très important à retenir ici. Okay? En ce moment où nous parlons, il y a une négociation qui se passe, ou censée se passer entre l'Iran et les États-Unis sur ce même sujet. L'objectif est de relancer ou remplacer l'accord nucléaire iranien de 2015. Okay, c'est un accord qui existait depuis jusqu'en 2015. À l'arrivée de Trump, il a rejeté l'accord. Il voulait beaucoup plus d'histoire venant de l'Iran. Il voulait un contrôle total de l'armement, si on peut dire ça à peu près comme ça. Il voulait que l'Iran n'enrichisse plus en uranium. Et l'Iran, sur le point d'enrichissement d'uranium, ils ont refusé. Ils ont accepté le contrôle, ils ont accepté beaucoup de choses, mais ils ont refusé la limite de l'enrichissement. Alors, pendant qu'ils sont en discussion actuellement maintenant et qu'ils essaient de trouver un moyen, un pont pour trouver une solution, boum, on est parti bombarder. Je pense qu'il y a une leçon très importante ici. Les cessez-le-feu et les petits accords ne veulent absolument rien dire. Le fait qu'on se dise, écoute, on est en train de négocier, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser ses gardes. Le fait qu'on dise que l'on a trouvé un moyen pour signer, okay? Comment on appelle ça, accord, machin, histoire, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser ses gardes, parce qu'on peut carrément se servir de ce moment de cesser le feu pour s'armer correctement, ou pour s'apprêter, ou encore pour vous dérouter, pour poser un peu, pour paralyser votre concentration. C'est-à-dire, pendant que toi tu réfléchis sur comment ce clause-là, on va trouver des solutions, comment on peut changer ça, eux, ils vous bombardent sans que vous le compreniez. Et vous bombardent fort. Et je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, M. Poutine ne veut pas cesser le feu avec M. là-bas. C'est parce qu'ils comprennent comment ça se passe. La deuxième chose, je dirais, on ne peut pas faire confiance à un politicien.
Non. Non. Ils vous disent A en pensant C. Donc, malgré que vous dites oui à son A, soyez aussi en train de penser C et D. C'est comme ça. Sinon, God bless.